Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Préface. Philippe Lacoste. Une socio-anthropologie du changement social et du développement est tout à la fois une anthropologie politique, une sociologie des organisations, une anthropologie économique, une sociologie des réseaux, une anthropologie des représentations et des systèmes de sens. Oliver de Sardan, 1995, page 17. J'ai été particulièrement heureux que puisse se tenir au Tchad un colloque international sur le thème « Développement et environnement au prisme des sciences sociales ». En effet, une de mes missions en tant qu'ambassadeur de France sur le continent africain est d'œuvrer, par tous les moyens dont je dispose, en faveur du développement. Et pour que ce développement soit durable, qu'il ne porte pas trop atteinte aux biens publics mondiaux, il est nécessaire de prêter la plus grande attention aux impacts sur l'environnement. Et par environnement, je n'entends pas uniquement les paramètres physico-chimiques, mais bien tout ce qui concerne le vivant. L'apport des sciences sociales est donc indispensable à tout projet, de sa conception jusqu'à son évaluation ex post. Il constitue un exemple de plus des avantages d'une approche pluridisciplinaire. L'ignorer, c'est l'échec assuré à plus ou moins long terme. Les restes de certains grands projets de développement, notamment en Afrique, sont là pour le prouver. Ce colloque, à travers des exemples concrets et précis, permet de rappeler cette impérieuse nécessité. Il montre que les sciences sociales sont en réalité aussi opérationnelles, qu'elles sont indispensables au développement, au même titre que les sciences dites dures. L'anthropologue est en quelque sorte aussi utile que l'ingénieur ou le médecin. Leur contribution est absolument nécessaire pour l'appropriation par les usages. Le concept de développement durable permet de concilier environnement et développement grâce aux innovations technologiques et aux actions collectives. Il permet d'intégrer la pluridimensionnalité économique, sociale et environnementale, de considérer les interdépendances entre les niveaux globaux et locaux, et de ne pas réduire les critères de décision aux seuls indicateurs de rentabilité et de croissance. Il s'agit aussi de prendre en compte la dimension intergénérationnelle, d'où l'intérêt, parfois mal compris en Afrique où l'urgence souvent prime, d'élaborer des cadres stratégiques de long terme mobilisant les différents acteurs. Comme l'écrivait en 2011 Philippe Hugon, les disciplines économiques et anthropologiques, notamment africanistes, ont été généralement caractérisées par des cloisonnements. Le champ du développement a été un lieu de rencontre des deux disciplines. Des rapprochements se sont opérés, les travaux de terrain permettent de reclasser en catégories, tout en leur donnant sens. Ils prennent en compte la diversité des institutions, des structures et des trajectoires. Inversement, d'autres travaux permettent de mieux comprendre les questions d'allocation de ressources, les logiques d'insertion dans une économie mondialisée, l'impact du projet de développement, Hugon 2011. Les politiques de développement constituent des espaces de négociation où se confrontent des objectifs contradictoires, où se déploient des jeux d'acteurs, où se côtoient des référents divers. En permettant ce type d'échange, à froid et avec la rigueur scientifique, le colloque de N'Djamena fait assurément œuvre utile et je remercie ses organisateurs comme tous les participants de leurs contributions respectives. Le Tchad paraît un pays approprié pour tenir ce genre de discussion avec les débats, parfois vifs, sur l'aménagement des bords du Grand Lac qui lui a donné son nom. Comment, dans ces espaces convoités, concilier le développement notamment agricole et la conservation écologique? Quel type de mode d'exploitation favoriser? Quelle gouvernance privilégiée pour assurer un minimum de multifonctionnalité dans un bassin qui rassemble des populations diverses et dont l'occupation peut être saisonnière? Sur toutes ces questions, le prisme des sciences sociales est indispensable. Il ne fournira certes pas des solutions toutes faites, ce n'est pas son rôle, mais il est susceptible d'éviter de grosses erreurs et de prévenir des conflits. Références bibliographiques. Hugon Philippe, 2011. Les sciences sociales africaines à l'épreuve des projets de développement. Peuvent-elles dépasser l'opposition entre l'universalisme de l'économie et le relativisme de l'anthropologie? Cahier d'études africaines, numéro 202 à 203. Avril-septembre, pp 331 à 352 en ligne. http://étudesafricaines.revue.org/1662 crochet fermant.
Olivier de Sardan Jean-Pierre, 1995, Anthropologie et développement. Essai en socio-anthropologie du changement social, Paris, Cartala. Introduction. Gilles Ferréol. Les 22 et 23 février 2017, dans les locaux de l'université de N'Djamena, était organisé, en partenariat avec le laboratoire C3S et avec le soutien financier de l'ambassade de France, un colloque international ayant trait, dans une perspective pluridisciplinaire, au développement et à l'environnement en Afrique. 17 communications, retravaillées par leurs auteurs tirant profit d'échanges fructueux avec les différents participants, ont été retenues pour la publication de ces actes et peuvent être regroupées en deux grandes parties. La première apporte des éléments de cadrage et de problématisation. Maryse Guémard, tout d'abord, aborde la question de la transition sanitaire et attire l'attention sur l'importance des maladies infectieuses et parasitaires auxquelles est venue s'ajouter l'épidémie du sida, faisant peser sur les populations une double charge de morbidité. La prévention, qu'elle soit primaire ou secondaire, qu'elle relève du domaine médical, comme la vaccination, ou des comportements et des modes de vie, comme une alimentation équilibrée ou la limitation de la consommation de tabac ou d'alcool, doit être ici encouragée, les moyens disponibles demeurant toutefois très insuffisants. Il importe dès lors, comme nous y invite Abdul Karim Komi, de privilégier, conformément aux objectifs du millénaire et dans le droit fil du rapport Brundtland, une logique de durabilité susceptible de favoriser une croissance inclusive, et de promouvoir une économie verte, plutôt que de se complaire ou de se réfugier dans des postures de déni ou d'inaction. Le secteur informel, poursuit Josiane Niassou, pourrait également constituer une valeur ajoutée au sein d'une coopération Nord-Sud renforcée, notamment sous forme de partenariats plus équitables. Les principes de précaution, de responsabilité et de réciprocité, ajoute Gilles Ferréol, sont à cet égard essentiels afin de combattre tel ou tel fléau dont le stress hydrique, l'anticipation de catastrophes pouvant servir de boussole et participant d'une heuristique de la peur. Le contexte sociopolitique, de même, ne peut être passé sous silence comme le rappellent à juste titre Siaka Gnessi et Jocelyne Vokuma dans leur analyse des événements qu'a connus le Burkina Faso en 2014 à 2015 avec en arrière-plan la dénonciation de collusion, de corruption, d'entente illicite et de gaspillage des ressources budgétaires. La menace terroriste, songeons au Black Djihad et plus particulièrement à la secte islamiste Boko Haram, n'est pas non plus à prendre à la légère et nécessite la mise en place d'une sécurité collaborative, laquelle s'inscrit dans un processus d'institutionnalisation à géométrie variable en fonction d'agendas ancrés dans des réalités de terrain bien spécifiques, la perception des risques encourus, souligne Axel Auger, variant assez sensiblement d'un pays à l'autre. Autre enjeu de taille, mentionné par Salim Chena à partir d'une monographie d'un quartier populaire d'Annaba, les stratégies d'exil et l'insertion dans des filières migratoires de ceux qui, tels les Aragas, veulent brûler les frontières car ne supportant plus leur propre enferme intérieur, caractérisé par une absence de reconnaissance et un sentiment de dépossession. La dimension identitaire, observe Jean-Luc Roch, a aussi toute sa pertinence et lorsqu'une communauté perd ses racines ou tente à occulter ses mythes fondateurs, elle peut se transformer en une entité difforme, en proie à la déstructuration et à l'anomie. Dans certains sites isolés, fait valoir Blaise Biteg Manga, la référence culturelle, via la démocratisation de la lecture publique, peut se révéler judicieuse et permettre, comme au Gabon ou en Guyane, de sortir du cercle infernal de l'illettrisme, en renforçant les interactions générationnelles entre aînés et cadets. Dans un second temps, l'accent est mis sur des illustrations et des études de cas. Certaines se rapportent à la problématique du foncier et se proposent, à la suite de Dema Condotte, d'Oscar Teka et de Brice Saint-Saint, d'examiner les effets de la pression de nouvelles formes d'occupation des terres sur une ferme d'élevage béninoise, les conflits avec les agropasteurs des villages riverains affectant lourdement le devenir de l'exploitation, épuisement des sols, destruction de biotopes, disparition d'espèces végétales. Constat similaire, dressé par Vincent de Paul à Lambadmel, dans le département de la Nia-Pandé dans l'extrême sud du Tchad, l'appauvrissement des écosystèmes, en lien direct avec la fréquence des feux de brousse et les pratiques de nomadisme ou de coupage de bois, aggrave le sort des plus démunis. Pour leur part, les industries pétrolières et minières en zone soudanienne, malgré des opportunités d'emploi ou de revenus, peuvent avoir, comme le déplore Vincent Mouted Madji,
des conséquences très négatives. Déversement de boues de forage, infiltration des hydrocarbures, enfouissement des fûts, installation de carrières à ciel ouvert, véritable piège pour les enfants et le bétail pendant les saisons de pluie, tensions entre collectivités ou entre familles pour la répartition des compensations accordées. Au nord du Cameroun, Opinakam-Motaz, les projets de reboisement mis en œuvre n'ont de chance d'aboutir que si les décideurs intègrent au dispositif les connaissances, les savoir-faire ou les rituels de la petite paysannerie, et se soucient du vivre ensemble et des relations de sociabilité qui lui sont sous-jacentes. Le recours aux enseignements de la socio-anthropologie enrichit la discussion et nous aide à mieux décrypter les problèmes de gouvernance alimentaire, qu'il s'agisse de famines récurrentes, de malnutrition ou d'instabilité des marchés. Au Niger, fait remarquer Ibrahim Malam Maman Sani, l'initiative 3N s'apparente davantage à un appât chimérique, déconnecté de la base et prenant appui sur des logiques claniques ou clientélistes. La recherche d'un équilibre nutritionnel requiert un ciblage plus adéquat des subventions et une meilleure régulation de l'offre en fonction des potentialités locales. En Algérie, estime aussi Namdani, la pomme de terre peut jouer un rôle clé comme produit de substitution au déficit céréalier et réduire de manière substantielle le déficit de la balance agricole. Bon nombre d'agglomérations, en raison de leur insalubrité, suscitent par ailleurs de vives inquiétudes. La vallée de Tsiyo, dans le Grand Lomé, est ainsi une zone inondable, potentiellement inhabitable, à la merci des crues des rivières, exposant ceux qui y résident ou qui y séjournent à des pathologies très dommageables et à des nuisances de toutes sortes avec, conclut Kofi Cyprien Aoulou et Tosu Achrimi, une prévalence élevée du paludisme et du choléra. À N'Djamena, la gestion des ordures et des déchets ménagers se heurte pareillement à divers obstacles, bien mis en lumière par Ndikwe Chago. Infrastructure archaïque, faible réactivité, comportement incivique. Le développement, on l'aura compris, ne consiste pas à reprendre tel quel, sans une réflexion critique préalable, une ligne d'évolution ou un itinéraire suivi par d'autres pendant des siècles. Il se construit pas à pas, en incluant de plus en plus des préoccupations environnementales. Sur le continent africain où risques et vulnérabilité se côtoient au quotidien, la fatalité fait trop souvent office de leitmotiv et va de pair avec des représentations ou des visions du monde qui oscillent entre l'afro-pessimisme, guerre, génocide, l'afrocentrisme, de la colonisation au drame actuel, et une sorte de dualisme opposant tradition et modernité, individu et communauté. Tout n'est cependant pas figé, et face au dilemme de l'accès aux biens de consommation et du respect des contraintes écologiques, une conscience citoyenne, présente tout au long de ce volume, fruit d'une étroite collaboration entre enseignants-chercheurs francophones, est en train d'émerger, réactivant les capacités de résilience dans le cadre d'une pensée méridienne, reposant sur un état de droit dépositaire de pouvoir légitime et visant à restaurer la confiance dans les institutions. Première partie, éléments de cadrage et de problématisation. Chapitre 1, Démographie et santé en Afrique subsaharienne. Maryse Guémard. La santé de la population est une composante essentielle du développement humain et de celui des sociétés. Elle est à la fois une finalité et un moyen de développement. Elle peut agir comme un levier sur la croissance économique. La situation sanitaire explique aussi en partie la divergence d'évolution, depuis le début des années 1950, entre les pays d'Asie qui ont émergé et les pays d'Afrique subsaharienne les plus pauvres. En Afrique subsaharienne, la démographie se trouve au cœur des problématiques liées à la santé des populations. En effet, l'état sanitaire est étroitement lié à l'avancée dans le processus d'évolution démographique, qui se caractérise par l'adoption de comportements modernes à l'égard de la mortalité et de la fécondité. Or, au cours des 50 dernières années, l'évolution de la population a divergé fortement entre les pays du Sud et ceux du Nord, et les pays d'Afrique au sud du Sahara apparaissent les plus en retard dans ce processus de transition. Les transformations du tableau des maladies font partie intrinsèque du processus démographique. Transition démographique et transition sanitaire sont interdépendants. C'est ainsi que nous évoquerons dans un premier point les caractéristiques des pays d'Afrique noire avant d'aborder les questions de santé. 1. Le contexte africain. Retard de la transition démographique. L'histoire de la population africaine est mal connue.
La reconstitution de son passé demeure incertaine, basée sur l'observation des situations économiques et politiques de divers territoires. On note un sous-peuplement accentué. La population oscille autour de 25 millions d'habitants jusqu'au Xe siècle, et la croissance qui s'amorce demeure faible. Le continent africain reste moins peuplé que l'Europe pendant des siècles, et l'écart se creuse entre les XVIIe et XIXe à la faveur d'une longue période de stagnation voire de recul. En 1900, le nombre d'Africains est à peine égal à la moitié de la population européenne. Il faudra attendre les années 1980 pour que l'Afrique dépasse l'Europe quant au nombre d'habitants. Les observateurs expliquent souvent ce sous-peuplement et les longues périodes de stagnation par plusieurs facteurs. La traite et l'esclavage, l'instabilité politique, la fréquence des guerres et des luttes tribales, les difficultés des échanges commerciaux, la conquête coloniale. À la transition démographique en Afrique. À partir du milieu du XXe siècle, le continent entre dans un processus de croissance de la population ininterrompu jusque-là, résultat de son entrée dans la transition démographique. Cette dernière décrit l'évolution par laquelle les populations passent d'un régime à équilibre haut, entre une mortalité et une natalité élevée, à un régime à équilibre bas, caractérisé par une natalité et une mortalité basse. D'abord réalisée dans les pays européens au XIXe siècle, elle va s'étendre à l'ensemble du monde. L'Afrique subsaharienne est la dernière région à connaître ce phénomène. En Afrique, la baisse de la mortalité annonçant l'entrée dans cette transition débute rarement avant la Seconde Guerre mondiale. Il faut souvent attendre les années 1950 pour enregistrer de réels progrès, figure 1. Favorisé par l'importation massive de technologies médicales, vaccinations, antibiotiques, le recul de la mortalité se fait à un rythme rapide, sans commune mesure avec ce qui a été observé autrefois dans les pays développés. Les gains en espérance de vie ont été de 3 à 5 fois plus rapides. Dans les pays africains, la diminution de la mortalité peut être relativement exogène par rapport au développement, alors que dans les pays industrialisés cette baisse a été le produit du développement, augmentation des ressources, progrès dans l'infrastructure urbaine, amélioration de l'alimentation. Cette différence explique aussi l'acuité des problèmes auxquels est confrontée l'Afrique subsaharienne à notre époque. Ainsi, de nos jours, les taux de mortalité y sont inférieurs à 15 pour 1000 et dans bien des pays, inférieurs à ceux des pays développés en raison de la jeunesse de la population. Selon le schéma de la transition démographique, la natalité diminue à son tour, avec retard par rapport à la mortalité. Les adultes, après une ou plusieurs générations, prennent conscience de la baisse de la mortalité infantile et se rendent compte qu'il n'est plus besoin de mettre au monde autant d'enfants qu'auparavant pour assurer la descendance. En Afrique, le décalage chronologique entre la baisse de la mortalité et celle de la natalité est beaucoup plus important, entraînant une croissance de la population beaucoup plus rapide que ne l'avait été celle d'autres pays. Il faut attendre la fin des années 1980 pour que des signes de changement apparaissent. L'accélération de l'accroissement naturel est d'autant plus brutale que l'on assiste parfois à une augmentation de la natalité sous l'effet d'une amélioration de l'état de santé des femmes, qui sont ainsi davantage exposées au risque de conception. Cette évolution est d'autant plus préoccupante que le rythme de la croissance économique demeure bien inférieur à celui de la population. Le taux de croissance de la population d'Afrique subsaharienne est encore de 2,7% par an au cours de la période 2010 à 2015 contre 2,9% en 1980 à 1985. Figure 1. La transition démographique en Afrique subsaharienne. Source, données des Nations Unies, World Population Prospect. The 2015 révision. Dans les années 1990, certains auteurs défendaient l'idée d'une exception africaine pour expliquer le retard de l'Afrique subsaharienne, en comparaison avec l'Asie et l'Amérique latine. La transition démographique était supposée avoir peu de chances de se réaliser dans un avenir proche en raison de facteurs spécifiques à l'Afrique. Importance de la fécondité comme élément du statut de la femme, rôle fondamental du mariage dans l'organisation et le fonctionnement de la société, car cela permet d'organiser des alliances entre lignées, faiblesse des structures étatiques. Ainsi, la nuptialité est précoce, âge médian au mariage de l'ordre de 20 ans pour les femmes, et quasi universel,
aucune femme ne reste sans mari, et le recours à la contraception moderne est peu répandu. Depuis, les pays d'Afrique noire se sont engagés dans le processus de baisse de la fécondité, bien que la natalité demeure élevée du fait du nombre de femmes en âge de procréer, avec des modalités qui montrent que les facteurs de blocage généralement invoqués ne sont pas insurmontables. En outre, pourquoi les facteurs culturels seraient-ils un frein à la baisse de la fécondité en Afrique alors qu'ils ne l'ont pas été en Asie et en Amérique latine ? On peut se demander si d'autres facteurs, économiques et institutionnels, susceptibles de favoriser la diminution de la fécondité n'ont pas été sous-estimés. Les facteurs d'ordre économique, culturel et institutionnel se résument à 3 conditions qui doivent être réunies pour que la fécondité baisse. Que la réduction du nombre d'enfants soit perçue comme avantageuse, que la fécondité soit l'objet d'un calcul conscient et que la contraception soit disponible. Il n'y a donc pas obligatoirement de lien systématique entre baisse de la fécondité et développement économique. Un haut niveau de développement s'accompagne souvent d'une réduction de la fécondité, mais la réciproque n'est pas vraie, comme en témoignent les pays africains où des programmes efficaces de planification familiale ont conduit à un déclin de la fécondité en l'absence de développement. Les facteurs culturels peuvent déclencher la diminution de la fécondité, indépendamment du contexte socio-économique. B. L'évolution de la mortalité. Pour apprécier l'évolution de la mortalité, l'espérance de vie à la naissance est l'indicateur le plus pertinent car il élimine l'influence de la structure par âge de la population. La durée de vie moyenne est aujourd'hui de 57 ans en Afrique subsaharienne, contre 36 ans en 1950 à 1955. Les progrès ont été rapides jusqu'à la fin des années 1980, l'espérance de vie passant à 49 ans en 1985 à 1990, tableau 1. Ils se sont ensuite arrêtés sous l'impact de l'épidémie de sida. Dans les pays les plus touchés, l'espérance de vie a reculé de 20 ans entre 1990 et 2006. En 15 ans, elle est ainsi passée de 63 ans à 51 ans en Afrique du Sud, de 60 ans à 42 ans au Swaziland, de 62 ans à 41 ans au Zimbabwe, et de 61 ans à 42 ans au Lesotho. Depuis les années 2000, la durée de vie augmente à nouveau. Les situations demeurent très contrastées et les inégalités entre pays sont fortes, tableau 2. Dans le monde contemporain, l'espérance de vie à la naissance indique avec fiabilité le niveau sanitaire des différents États. Plus généralement, c'est un bon indicateur de développement. Tableau 1. Évolution de l'espérance de vie à la naissance en Afrique, en années. Source, données des Nations Unies, World Population Prospect. The 2015 révision. Tableau 2. Pays où l'espérance de vie à la naissance est inférieure à 60 ans, 2010 à 2015. Source, données des Nations Unies, World Population Prospect. The 2015 révision. Le grand nombre de décès prématurés demeure un problème de santé publique préoccupant, notamment ceux concernant les enfants de moins de 5 ans et les femmes en âge de procréer, les 2 groupes de population les plus vulnérables face à la mortalité. 1. La mortalité infanto-juvénile. Sur les 6 millions de décès d'enfants de moins de 5 ans enregistrés dans le monde en 2015, près la moitié surviennent en Afrique subsaharienne alors que celle-ci ne représente que 13% de la population mondiale, Nations Unies 2015. Bien que l'Afrique subsaharienne ait le taux de mortalité infantile le plus élevé du monde, sa diminution absolue a été la plus importante au cours des 2 dernières décennies. Le taux de mortalité des moins de 5 ans est passé de 179 décès pour 1000 naissances vivantes en 1990 à 86 décès en 2015, soit le double de l'Asie. L'Afrique centrale accuse les niveaux les plus élevés, 126 enfants sur 1000 décèdent avant leur 5e anniversaire, suivi de l'Afrique de l'Ouest, 11 décès pour 1000. Les taux les plus forts s'observent, entre autres en Angola 156 pour 1000, au Tchad 155 pour 1000, au Mali 122 pour 1000, au Nigeria 122 pour 1000, au Cameroun 115 pour 1000, en République centrafricaine 115 pour 1000. Pour un enfant qui naît en Sierra Leone, la probabilité de mourir avant son 5e anniversaire est 3,5 fois plus élevée que pour un enfant né en Inde, et plus de 100 fois plus forte que pour un enfant né en Islande ou à Singapour. Le sida, transmis de la mère à l'enfant, la guerre et la pauvreté expliquent ces hauts niveaux.
Par ailleurs, d'importantes disparités selon le statut socio-économique subsistent. Les enfants des ménages les plus pauvres sont 2 fois plus vulnérables que ceux des ménages les plus riches. La mortalité est aussi plus élevée chez les enfants des zones rurales. Ces enfants courent près de 1,7 fois plus de risques de mourir avant leur 5e anniversaire que ceux des zones urbaines. L'éducation de la mère reste le facteur d'inégalité le plus important en ce qui concerne la survie. Les enfants de mères ayant une éducation secondaire ou supérieure ont presque 3 fois plus de chances de survivre que ceux des mères sans éducation. Le premier jour, la première semaine et le premier mois de la vie sont les plus cruciaux pour la survie des enfants suite à une naissance prématurée, à des complications durant l'accouchement et à la septicémie. De nombreux décès sont aussi dus à des maladies infectieuses évitables, la pneumonie, les diarrhéiques, le paludisme ou le sida, qui sont provoqués par le manque d'hygiène et d'accès à l'eau et par la contamination de la nourriture. La sous-alimentation et la malnutrition augmentent encore les risques et sont responsables du tiers des décès d'enfants. La vaccination est un des moyens les plus simples et les plus efficaces en matière de prévention des maladies et de réduction de la mortalité infanto-juvénile. En 2013, 74% des enfants de moins de 2 ans avaient été vaccinés en Afrique subsaharienne. Dans les pays les plus en retard comme le Tchad, la Guinée équatoriale ou le Gabon, la moitié seulement des enfants sont vaccinés, 60% environ le sont au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Libéria, au Nigeria, en République centrafricaine et en Sierra Leone. Malgré les progrès accomplis, sous l'effet de l'augmentation du nombre de naissances vivantes, le nombre de décès d'enfants devrait s'accroître dans les années à venir, à moins que des progrès dans la réduction du taux de mortalité des moins de 5 ans ne soient suffisants pour augmenter plus rapidement que la croissance de la population. 2. La mortalité maternelle. Beaucoup trop de femmes sont encore victimes d'une mortalité prématurée, correspondant à une transition sanitaire juste amorcée, ou bien à des comportements discriminants à l'égard du sexe féminin. La grossesse, l'accouchement et leurs conséquences demeurent les principales causes de décès, de maladies et d'incapacité parmi les femmes en âge de procréer. Le rapport de mortalité maternelle s'élève à 510 décès pour 100 000 naissances vivantes en Afrique subsaharienne, contre 990 en 1990, soit 30 fois plus élevé que dans les régions développées. On est encore loin des objectifs de la conférence du Caire qui demandait aux pays les plus en retard de ramener ce taux à moins de 125 décès pour 100 000 naissances en 2005, et à moins de 75 décès en 2015. Dans les pays d'Afrique où les femmes ont beaucoup d'enfants et où l'encadrement sanitaire est moindre, les risques se cumulent de grossesse en grossesse au point qu'une jeune femme sur 16 est amenée à succomber, un jour, de décès maternel alors que ce même risque est de 1 sur 7300 dans les pays développés. Les décès maternels sous-estiment les problèmes de santé des femmes liés à la maternité. Ainsi, pour chaque femme qui décède de complications pendant la vie génésique, ce sont 30 autres de plus qui finissent leur grossesse avec une maladie, une lésion ou un handicap douloureux, parfois lié à des mutilations génitales. La plupart de ces décès sont évitables. Les hémorragies durant le postpartum constituent la cause la plus courante de mortalité. Les autres complications sont principalement les infections, l'hypertension, les complications liées à un accouchement ou un avortement non médicalisé. Des interventions médicales appropriées peuvent empêcher ou traiter ces complications, telles que les soins prénataux, la présence d'un personnel qualifié durant l'accouchement ou les soins et le suivi lors des semaines suivant l'accouchement, Nations Unies 2015. Or, la proportion d'accouchements assistés par un personnel qualifié ne s'élève qu'à 52% en 2014. De grandes disparités existent au sein des pays. En Afrique centrale, le taux de couverture des zones rurales est inférieur de moitié à celui des zones urbaines. L'accès aux soins prénataux constitue également une composante essentielle des services de santé maternelle. En 2014, 36% seulement des femmes d'Afrique subsaharienne ont bénéficié des 4 visites prénatales recommandées par l'OMS. Bon nombre de décès de femmes, un quart des décès maternels, selon l'OMS, pourraient être évités par une meilleure prévention des grossesses non désirées, limitant ainsi le nombre d'avortements effectués dans de mauvaises conditions. L'utilisation de la contraception reste peu répandue, seulement le quart des femmes y a recours. C'est la fécondité-natalité.
Bien que la natalité ait commencé à diminuer depuis les années 1990, elle demeure encore élevée dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne avec des taux proches de 40 naissances pour 1000 habitants, contre 10 à 11 pour 1000 en Europe occidentale. Ces niveaux s'expliquent par une forte fécondité, conjuguée à un grand nombre de femmes en âge de procréer. Alors que dans beaucoup de régions du monde, la fécondité des femmes est insuffisante pour assurer le renouvellement de la population, elle dépasse 4 enfants par femme dans la plupart des pays d'Afrique, tableau 3, malgré l'amorce d'une baisse depuis 2 décennies. Dans les pays les plus pauvres, il existe encore une rationalité de la famille nombreuse. Les enfants sont une main-d'œuvre, rapportent plus qu'ils ne coûtent et constituent une assurance vieillesse pour les parents. En outre, le mariage des femmes est précoce et quasi universel. Ces pays, entrés tardivement dans la transition démographique, ont vu récemment leur fécondité croître avec la réduction de la stérilité physiologique due à l'amélioration des conditions sanitaires. La conscience d'une régulation nécessaire des naissances est apparue plus tard qu'ailleurs, en lien avec le développement économique, l'urbanisation et l'élévation du niveau d'instruction. De plus en plus de femmes souhaitent réduire leur descendance et accéder à la contraception, mais à côté des 30% de femmes mariées en âge de procréer qui utilisent une méthode contraceptive, 25% ayant exprimé le désir de prendre des contraceptifs n'ont pas accès à ceux-ci, niveau quasi inchangé depuis 1990. Tableau 3. Indicateur de fécondité et taux de natalité dans quelques pays d'Afrique subsaharienne, 2010 à 2015. Source, données des Nations Unies, World Population Prospect. The 2015 révision. Une des conséquences de cette forte natalité, outre un taux de croissance de 2 à 3% par an, est l'extrême jeunesse de la population. En Afrique subsaharienne, 43% de la population a moins de 15 ans. Cette proportion s'élève à près de 50% dans les pays les plus jeunes, tableau 3. Cette jeunesse constitue, certes un avenir pour le pays, mais se révèle également une charge pour les adultes qui se retrouvent moins nombreux qu'eux ou en nombre équivalent. Elle a aussi d'importantes conséquences économiques et sociales. Il faut mobiliser des moyens financiers et humains considérables pour nourrir, soigner, scolariser, former ces jeunes. Moyens que ne possèdent pas la plupart de ces pays. 2. Transition sanitaire et double charge de morbidité. L'état sanitaire de la population africaine est très corrélé à son avancée dans la transition démographique. La baisse de la mortalité s'accompagne d'une modification du profil sanitaire de la population, qui est qualifiée de transition sanitaire. Les transformations du tableau des maladies font partie intrinsèque du processus démographique. Le modèle de la transition sanitaire définit 3 âges, par lesquels on pensait que toute société devait passer au cours de sa modernisation. Au cours d'un premier âge, celui de la pestilence et de la famine, la mortalité est forte sous l'influence des maladies infectieuses. Puis au cours de l'âge du recul des pandémies, l'espérance de vie augmente au-dessus de 50 ans par la baisse de la mortalité infantile. Enfin, le troisième âge est celui des maladies dégénératives et de société, où la baisse de la mortalité ralentit, les maladies infectieuses étant remplacées par les maladies chroniques. Ces changements induisent un déplacement des âges au décès, de la petite enfance vers l'enfance, la jeunesse puis les âges élevés avec une augmentation de l'espérance de vie. L'augmentation des chances de survie bénéficie plus aux jeunes qu'aux personnes âgées, aux femmes plus qu'aux hommes. Ces processus, observés à partir des XVI et XX siècles dans les pays développés, ont été plus tardifs dans les régions en développement où les évolutions de la morbidité et de la mortalité perturbent ce modèle caractérisant une modernisation. C'est en Afrique que les progrès ont été les plus tardifs. On y observe encore une nette prédominance des maladies infectieuses et parasitaires qui touchent particulièrement les premiers âges de la vie. L'Afrique subsaharienne, contrairement aux pays riches, cumule ainsi tous les types de pathologies, celles du premier âge de la transition sanitaire et les maladies chroniques faisant peser sur la population une double charge de morbidité. A. Le poids des maladies infectieuses. L'Afrique est loin d'avoir éradiqué les anciennes pathologies infectieuses qui peuvent contribuer, à hauteur de 50 à 60%, à la charge totale de morbidité. Une place importante est occupée par les affections diarrhéiques, le paludisme et la tuberculose,
auquel est venue s'ajouter l'épidémie de sida qui rend la transition épidémiologique plus confuse. Le paludisme demeure la principale maladie parasitaire, transmise par les piqûres de moustiques anopheles infectés. Il déclenche notamment des crises de forte fièvre qui, en l'absence de traitement, conduisent au décès. L'aire géographique du paludisme s'est considérablement rétrécie au cours des 5 dernières décennies, mais une certaine recrudescence se manifeste depuis quelques années, due à l'apparition de résistance aux médicaments et aux pesticides. Malgré le développement des mesures de prévention, le nombre de cas s'est ainsi accru en Afrique subsaharienne qui demeure la région la plus exposée, regroupant 95% des 472 000 décès en 2015. Ces risques plus élevés tiennent à plusieurs raisons. La transmission de la maladie y est plus intense, la forme la plus létale du parasite y est plus abondante et la région possède des systèmes de santé moins performants. Le paludisme est une maladie de la pauvreté, les cas et les décès étant concentrés dans les pays les moins avancés. Un tel fléau est responsable de 20% des décès d'enfants en Afrique subsaharienne, de 60% des fausses couches et de plus de 10% des décès maternels. Il entraîne une perte moyenne de 1,3% de croissance économique annuelle dans les pays à forte transmission. Il constitue pour les familles et les pouvoirs publics une charge économique écrasante du fait de la perte de productivité, de l'absentéisme scolaire et du coût élevé des soins. Vaillant et Salem 2008, page 34. Pour éradiquer le paludisme, un contrôle soutenu de la maladie est essentiel. L'un des moyens de prévention considérés comme le plus efficace est l'utilisation de moustiquaires imprégnés d'insecticides. Cette pratique pour protéger les enfants de moins de 5 ans a augmenté de façon spectaculaire, mais peu de pays s'approchent des 60% de couverture, objectif fixé pour 2005 lors du sommet africain faire reculer le paludisme en 2000, figure 2. De même, l'objectif révisé de 80% d'utilisation de moustiquaires imprégnés d'insecticides en 2010 n'est pas encore atteint. Selon les estimations de l'OMS, les moustiquaires disponibles ne permettent de couvrir que la moitié de la population exposée au paludisme. La tuberculose, réputée définitivement vaincue, est réapparue récemment en lien avec l'épidémie de sida. C'est une maladie curable la plupart du temps. Elle est souvent associée à un état de malnutrition et à de mauvaises conditions de logement. Elle frappe les groupes d'âge les plus productifs, c'est-à-dire les adultes. L'Afrique du Sud et le Nigeria enregistrent le plus grand nombre de cas, avec une incidence de 300 nouveaux cas pour 100 000 personnes chaque année. L'infection touche davantage les hommes que les femmes, ratio de 1,8 en raison de facteurs biologiques à certains âges et de différences dans le risque d'exposition et dans l'accès aux soins. Les rôles sociaux, différents pour les hommes et les femmes, auraient un impact sur l'exposition au risque et l'accès à ces soins. Figure 2. Proportion d'enfants de moins de 5 ans qui dorment sous des moustiquaires imprégnés d'insecticides, sélection de pays d'Afrique subsaharienne 2001 et 2013 en pourcent. Source, données Nations Unies 2015. L'Afrique subsaharienne reste la région la plus sérieusement touchée par le VIH avec 1,5 million de nouvelles infections en 2013. Près de la moitié de ces nouvelles infections a eu lieu dans seulement 3 pays. L'Afrique du Sud, le Nigeria et l'Ouganda. Depuis 1996, le nombre annuel de nouvelles infections est en baisse ainsi que la mortalité liée au sida. Ces tendances positives sont en majeure partie dues à la baisse du nombre annuel de nouvelles infections dans certains pays et à un accès accru aux antirétroviraux dans les pays les plus pauvres. Les personnes contaminées par le virus survivent plus longtemps, ce qui explique l'augmentation du nombre de celles vivant avec le sida en dépit d'une baisse des nouvelles infections. L'épidémie africaine est très hétérogène, avec des pays touchés très tôt et où la prévalence demeure relativement basse, comme les deux Congos, des pays où l'épidémie a rapidement atteint des taux très élevés, Rwanda, Ouganda, et enfin des pays où l'épidémie a démarré plus tardivement dans les années 1990, mais atteignant les prévalences les plus fortes comme les pays d'Afrique australe. Le quart de la population âgée de 15 à 49 ans est infectée par le VIH au Swaziland, au Botswana et au Lesotho, 15% à 20% au Malawi, au Mozambique, en Zambie, au Zimbabwe et en Afrique du Sud. Déracinement, ménages éclatés entre ville et campagne, célibat des hommes, femmes seules en ville,
l'urbanisation rapide de cette Afrique des mines, voire de l'industrie, et les migrations bouleversent les structures d'encadrement qui pouvaient être protectrices, notamment vis-à-vis des MST, Vaillant et Salem 2008. En Afrique orientale, la prévalence du VIH s'établit désormais à moins de la moitié de celle que l'on observe en Afrique australe, à savoir entre 5% et 10% au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. La prévalence en Afrique occidentale, 3% en Côte d'Ivoire, est environ égale au cinquième de celle que connaît l'Afrique australe. Cette situation tient à un certain nombre de facteurs socio-économiques, culturels, comportementaux et biologiques tels que les migrations ou la circoncision des garçons. Un nombre croissant de femmes mariées sont contaminées, ainsi que de nombreuses filles et jeunes femmes. Elles représentent près de 60% des individus infectés en Afrique subsaharienne. Les femmes sont plus exposées au VIH pour des raisons physiologiques et parce qu'elles manquent d'autorité dans les relations sexuelles, se trouvant souvent en état d'infériorité et contraintes d'accepter des relations sans guère de possibilité d'obtenir que ces rapports soient protégés. Ainsi, les rapports de force inégaux entre les hommes et les femmes favorisent une féminisation de l'épidémie. L'acceptation sociale tacite de la violence envers les femmes ne fait qu'aggraver le problème. L'impact du sida est considérable. Les effets les plus notoires se sont manifestés sur la mortalité des adultes. La propagation de l'épidémie a été d'une telle rapidité et d'une telle ampleur que, dans beaucoup de pays, les progrès de l'espérance de vie ont été réduits à néant. Dans l'ensemble de l'Afrique subsaharienne, l'espérance de vie a stagné entre 1985 et 2005, de même qu'en Afrique orientale. Le sida exerce, dans le tissu social des populations les plus affectées, des ravages bien plus grands encore que les souffrances occasionnées par la maladie. Des milliers d'enfants se retrouvent orphelins, des communautés sont anéanties, les services de santé sont débordés et des pays entiers sont aux prises avec la famine et l'effondrement économique. Le sida modifie la structure même de la population. La proportion des personnes à charge augmente, dans beaucoup de pays d'Afrique, avec un nombre réduit d'adultes en âge de travailler devant assurer la subsistance des enfants et des personnes âgées. En plus de ces grandes épidémies, l'Afrique subsaharienne souffre de parasitose intestinale chronique, schistosomiase ou bilharziose, leishmaniose, filariose, onchocercose, trypanosomiase humaine. Bien qu'elles soient rarement une cause directe de mortalité, ces affections ont des conséquences négatives sur la croissance des enfants. La lutte contre ces parasitoses intestinales passe par l'assainissement de l'environnement, l'éducation sanitaire et le déparasitage systématique dans le cadre des systèmes de santé. Les pathologies liées à l'état nutritionnel représentent une part non négligeable de la charge de morbidité et sont responsables de nombreux décès, notamment chez les plus jeunes. L'état nutritionnel est souvent utilisé pour décrire l'état de santé des populations. Un retard de taille par rapport à l'âge et ou un retard de poids par rapport à la taille révèle le contexte environnemental et social, les habitudes alimentaires, l'accès aux soins préventifs et curatifs. La malnutrition se manifeste par une forte prévalence de faible poids à la naissance. Les situations locales sont complexes. Il est avéré que de fortes prévalences de maigreur et de retard de croissance des enfants ou de faible poids des femmes se rencontrent plus particulièrement en Afrique subsaharienne mais dans certains pays, Libéria, Namibie, Mozambique, la charge liée à l'état nutritionnel est préoccupante, maigreur des enfants, obésité des plus jeunes et des adultes. C'est en Afrique subsaharienne que la proportion de personnes dénutries est la plus élevée, atteignant 26% de la population. B. La montée des maladies chroniques. L'adoption, dans les pays d'Afrique, de modes de vie et d'habitudes modernes, entraîne la diffusion de nouveaux risques dits de civilisation au fur et à mesure qu'ils progressent sur le chemin des transitions démographiques et sanitaires. À long terme, la santé des individus se détériore aussi sous l'effet des maladies chroniques, des troubles sensoriels et mentaux et de la violence. Les maladies chroniques, contrairement à ce que l'on croyait, ne sont donc plus l'apanage du développement et de la richesse. En Afrique, elles sont en grande partie liées au changement de mode de vie, en particulier à l'urbanisation qui modifie profondément les comportements. La sédentarisation, la diminution de l'activité physique, une alimentation trop riche en sucre et en graisse auquel s'ajoute l'excès d'alcool et de tabac et le stress des villes contribuent au développement de ces maladies chroniques, CLAT et le cœur 2002.
La mortalité par maladie cardiovasculaire représente 20% de la mortalité générale, et la prévalence des maladies coronariennes et des accidents vasculaires rejoint celle des maladies infectieuses et nutritionnelles. L'âge relativement jeune auquel les habitants des pays d'Afrique meurent de ces maladies par rapport à ceux des régions développées est particulièrement préoccupant. Les principaux facteurs de risque sont l'hypertension et l'hypercholestérolémie. La mondialisation du commerce et l'essor du marketing continuent de faire évoluer la nutrition vers des régimes riches en graisses saturées, en sucre et en sel. Conjuguée au tabagisme et au manque d'exercice physique, cette alimentation développe l'athérosclérose dans l'ensemble de la population et entraîne une large distribution des maladies cardiovasculaires. La brutalité des changements fait que le surpoids et l'obésité coexistent avec la malnutrition, parfois au sein d'un même environnement social, voire dans une même famille. En Afrique subsaharienne, 30% de la population adulte est considérée comme hypertendue. Le poids des maladies cardiovasculaires est amené à s'alourdir dans les années à venir, ne serait-ce qu'avec le vieillissement de la population. Les cancers constituent un autre facteur de morbidité, non moins important. Cependant, les tumeurs ne sont responsables que de 10% des décès en Afrique contre plus de 20% dans les pays développés. Les Africains sont tout autant que les autres exposés au risque, mais ayant une espérance de vie plus courte et étant donné le temps de latence de nombreux cancers, ils meurent souvent d'une autre pathologie avant d'avoir développé un cancer. Parmi les pratiques néfastes liées à la modernisation, le tabagisme est déjà responsable d'une forte mortalité et morbidité, avec dans certains cas près de 50% de fumeurs dans la population masculine. Les prospectives prévoient encore une extension de la consommation dans ces pays dans les années à venir. Malgré l'adoption, en 2003, par l'Assemblée mondiale de la santé, de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac, rares sont les pays qui ont pris toutes les mesures nécessaires pour réduire sensiblement cette consommation. La plupart n'en ont pas les moyens. Ils n'ont ni l'infrastructure, ni les ressources humaines nécessaires pour maintenir un programme minimum contre le tabagisme. En outre, dans la plupart de ces pays, l'opinion publique ne s'est pas encore mobilisée. La mortalité et les incapacités consécutives aux accidents de la circulation routière devraient également progresser dans de nombreux pays d'Afrique, en relation avec l'augmentation du parc de véhicules, si le réseau routier demeure insuffisant et si les mesures de sécurité ne sont pas imposées aux conducteurs. Or, les accidents de la route sont dans une large mesure évitables. Il existe de nombreuses interventions économiquement abordables pour prévenir les accidents et épargner des vies, mais jusqu'à présent, leur efficacité a surtout été étudiée dans les pays développés. On sait qu'en Afrique les accidents mortels sont bien plus fréquents que dans les pays développés, la mortalité étant parfois jusqu'à 200 fois plus élevée. L'accès universel aux moyens de sécurité passera, pour les pays les plus pauvres, par une assistance internationale afin de les aider à développer leurs infrastructures et leurs ressources humaines. L'augmentation du nombre de véhicules entraîne, en plus des traumatismes et des décès, d'autres conséquences graves sur la santé. Dans certains pays, la pollution de l'air par les véhicules à moteur fait plus de morts encore que les accidents de la circulation. Cette morbidité retient encore peu l'attention par rapport aux principales maladies transmissibles et non transmissibles. Le défi est donc grand pour les pays d'Afrique. Faire face à la montée de nouvelles pathologies, les maladies de l'abondance, alors que les vieilles pathologies infectieuses ne sont pas éradiquées. La situation est d'autant plus grave que le système de santé manque déjà de ressources. La situation de l'Afrique subsaharienne s'est améliorée au cours de la dernière décennie, mais les problèmes demeurent sérieux. La transition sanitaire qui, au cours de son déroulement, voit diminuer le risque de décéder est en retard dans ces pays. La mortalité infantile et maternelle, la forte prévalence du sida, le maintien des maladies infectieuses, l'émergence de nouveaux risques sont autant de défis restants à relever pour atteindre l'objectif de la santé pour tous. La propagation des maladies chroniques dans les pays les plus pauvres est une manifestation de la transition épidémiologique dite de la double charge, par laquelle le groupe des maladies non transmissibles vient s'ajouter aux maladies transmissibles qui continuent de sévir. Le principal problème pour les responsables du choix des politiques de santé publique
et donc de faire face à cette double charge de morbidité. La tâche est plus ardue encore lorsque les systèmes de santé manquent cruellement de ressources, d'autant plus que cette double charge risque de compromettre le développement socio-économique de ces pays. Le meilleur moyen de lutter contre toutes ces maladies, transmissibles et non transmissibles, est la prévention, primaire ou secondaire, qu'elle relève du domaine médical, comme la vaccination, ou des comportements et des modes de vie, comme une alimentation équilibrée ou la limitation de la consommation de tabac et d'alcool. Pour qu'il puisse y arriver, le meilleur investissement est le développement de politiques de promotion de modes de vie sains, visant à favoriser une alimentation équilibrée et une pratique régulière de l'activité physique, à limiter la consommation de tabac et de boissons alcoolisées, à encourager l'utilisation de préservatifs au cours des rapports sexuels et à faire reculer l'utilisation des drogues illicites. La plupart des gouvernements ont adopté des politiques en phase avec la stratégie des soins de santé primaire, mais les commencements d'application réels ont été plus rares et n'ont pratiquement jamais conduit à un véritable renversement des priorités qui aurait pu aboutir aux résultats escomptés. C'est pourtant bien cette stratégie qui a permis à des pays comme le Kenya d'obtenir une progression de l'espérance de vie bien au-delà de ce qu'on aurait pu attendre du développement économique, OMS 2008. Les pays vont devoir mobiliser des ressources supplémentaires et orienter les investissements publics en direction des populations défavorisées qui sont les plus vulnérables. Les pays les plus pauvres ne pourront pas y arriver seuls. Les pays développés doivent maintenir leurs promesses d'engagement à long terme et agir vite pour accroître leur aide. La solidarité entre pays riches et pays pauvres passe par des mesures concrètes d'accessibilité à des services de base. Autosuffisance alimentaire, alimentation en eau potable, programme d'éducation pour la santé, accès aux soins et aux médicaments essentiels. Il reste beaucoup à accomplir, et l'on peut faire encore plus si toutes les parties concernées sont fidèles aux engagements pris. Les progrès restent néanmoins réalisables en Afrique subsaharienne. Références bibliographiques. KHLAT Myriam et Le Cœur Sophie 2002, La santé, ancienne et nouvelle maladie, une Châtelain Jean-Claude et Chenet Jean-Claude sous la dire de La population du monde, les cahiers de l'INED, numéro 149, Paris, INED, pp 497 à 526. Organisation mondiale de la santé, OMS, 2008, Rapport sur la santé dans le monde 2008. Les soins de santé primaire, maintenant plus que jamais, Genève. Nations Unies 2015, Objectifs du millénaire pour le développement rapport 2015, New York. Nations Unies 2017, World Population Prospect. The 2015 Révision, New York Division de la population. Vaillant Zoé et Salem Gérard 2008, Atlas mondial de la santé, Paris autrement. Chapitre 2. Le développement durable à l'épreuve de la croissance économique. L'Afrique face aux défis de l'environnement. Abdul Karim Komi. Dans une logique de durabilité, il convient de faire une distinction entre les concepts de croissance et de développement économique. Le premier s'oppose au second en prenant en compte le long terme et les conditions de reproduction de la production. Il évite de confondre les fins, satisfaction des besoins, développement des capacités, réduction des inégalités et les moyens, la croissance du PIB. Il s'inscrit dans une conception anthropocentrée, et non écocentrée, du monde où l'homme est supposé responsable de son devenir et de celui de la planète, et où les régulations sociopolitiques et les progrès de la maîtrise de la technologie sont censés répondre aux défis auxquels sont confrontés les acteurs. Hugon 2006 page 9. Estimé à 2,2% en 2016, la croissance économique du berceau de l'Humanité a été de 3,9% en 2013, 3,7% en 2014, 3,4% en 2015 et selon les prévisions elle devrait être de 3,4% en 2017, 4,3% en 2018, BAD, OCDE et PNUD, 2017. Pour comparaison, la projection sur le plan mondial est de 3,5% en 2017 et 3,6% en 2018, FMI 2017. Celle du continent africain connaît une période sans précédent, BAD 2015. Au cours de la dernière décennie, elle a souvent été plus élevée qu'ailleurs, CEA 2016. Toutefois, l'Afrique se développe-t-elle dans une logique de durabilité ?
Quelle place occupe l'environnement dans ce processus? Et quelles sont les postures face aux risques liés à celui-ci? La première partie de ce chapitre est consacrée au concept de développement et de développement durable, DD. Ils sont abordés dans une approche critique, le premier notamment dans la perspective de sa forme non occidentale et surtout africaine. La seconde nous permet de porter un regard sur cette Afrique tiraillée entre croissance et DD, à travers les risques environnementaux. Inde du développement au développement durable. Le premier terme est avant tout économique et social. Le second compte un troisième pilier, l'environnement. Ces concepts sont controversés. Ici, notre regard est singulièrement construit autour d'une idée de plus en plus partagée, le DD africain. Le développement. Il nous faut lancer un nouveau programme qui soit audacieux et qui mette les avantages de notre avance scientifique et de notre progrès industriel au service de l'amélioration et de la croissance des régions sous-développées. Il s'agit là d'un extrait du discours sur l'état de l'Union, prononcé le 20 janvier 1949 par le président américain Truman. Celui-ci aura inauguré l'ère du développement, RIST 1996. À l'origine, était donc le sous-développement couvant deux idées liées, celle qu'il existe un modèle, sous-entendu, le modèle de celui qui parle, et celle qu'il convient de limiter, Griffon et Griffon 2010 page 50. Autrement dit, les pays sous-développés doivent rattraper, imiter les pays industrialisés. Critiquer le développement, estime Gilbert Rist, 1996, reste une nécessité tant que celui-ci sera employé pour engendrer des espoirs infondés. Son fondement occidentaliste est particulièrement dénoncé. Pour Serge Latouche, c'est un autre virage dans l'occidentalisation du monde, la meilleure invention pour asseoir la domination états-unienne et occidentale de façon plus élargie. Latouche 2003, cité par l'IENA 2008 page 270. Une grande entreprise paternaliste, dans la mesure où l'essor des pays pauvres est censé être assuré par les pays riches. François Partant 1982, estime que les Occidentaux confondent l'évolution de leur société avec celle de l'humanité entière. Ibidem, page 11. Cette confusion ou assimilation abusive étant imputable à une conception ethnocentriste de l'histoire. Le fondement marchand du concept est tout autant fustigé au nom d'une logique d'inspiration écologiste. Il est constitué d'un ensemble de pratiques, parfois contradictoires, qui, pour assurer le progrès matériel des populations, oblige à transformer et à détruire de façon généralisée le milieu naturel et les rapports sociaux, en vue d'une production croissante de marchandises, biens et services, destinés à la demande solvable. Rist 1996 pp 26 à 36. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.